Bonjour à tous, merci beaucoup Véronique pour cette présentation et puis merci pour votre confiance, j'en profite. Donc nous on est une agence d'éco-innovation, on est basé dans le Pays Basque en France, dans le sud-ouest plus particulièrement, on travaille avec les entreprises aujourd'hui, il doit y avoir un écho. Ouais, c'est bon. De la start-up jusqu'au gros groupe. On travaille sur tous les secteurs d'activité. On travaille sur 3 domaines d'activité actuellement. Tout ce qui est stratégie d'éco-innovation, on aide les entreprises à intégrer la dimension environnementale dans leur stratégie d'innovation ou stratégie de projet, même la stratégie allant jusqu'à la stratégie d'entreprise. Le deuxième volet est plus l'éco-conception, où là on aide les entreprises à structurer leurs projets pour développer des projets d'éco-conception, on les aide à faire et on peut faire pour elles. Et enfin, le dernier sujet qui est important aussi, c'est qu'on a bien fait la stratégie et le développement de projet, on travaille sur la communication et là, on aide les entreprises à développer leur volet communication et plus particulièrement l'articulation de la communication environnementale pour bien mettre en valeur toutes les stratégies qui ont été mises ou prévues ou pensées en amont. Donc, voilà. Donc, nous, on est une petite agence. On est trois personnes. Il y a Jean-Marie Chevalier qui est qui est en ligne actuellement, qui est sur la mission avec Nexa, et Martin Bonhomme. Et c'est normal que vous ayez le nom de Martin Bonhomme sur mon profil parce que on a un petit problème informatique, j'ai dû utiliser son compte pour pouvoir faire la présentation. Donc aujourd'hui, en fait, l'objet de ce webinaire, c'est de vous montrer un petit peu qu'est-ce que c'est que l'éco-conception. Et puis après, on déroulera certainement sur le programme de Nexa et on répondra à vos attentes ou à vos questions par la suite, si c'est bon pour vous. Hop. Alors, pardon. Donc la première chose, donc l'éco-conception, qu'est-ce que c'est? Alors l'éco-conception, tout le monde en parle, tout le monde croit savoir ce que c'est, mais il y a quelques bonnes pratiques à connaître et des notions de base. Donc c'est un peu ça que je vais vous présenter aujourd'hui. Il faut déjà bien comprendre qu'aujourd'hui on vous parle souvent d'impact environnemental, de CO2, etc. Et ce dont on vous parle, en fait, c'est souvent un quart de ce qui est représente vraiment l'impact environnemental des produits ou des activités, des services qu'aujourd'hui on développe et qu'on crée pour répondre à des besoins. Donc ça, il faut vraiment en être conscient. Il y a souvent pas mal de croyances qui sont dites sur l'environnement. Nous, c'est notre combat de tous les jours, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les médias, vu que c'est un sujet à la mode, etc., c'est quelque chose qui est très communicable et il y a beaucoup de vérifications à faire dessus. Et pour ça, il faut vraiment aligner justement différents éléments pour construire votre stratégie d'éco-conception. Un des premiers éléments qui est important de prendre en compte, c'est la partie réglementaire. La réglementation aujourd'hui est très importante. Alors Véronique a stipulé en introduction que l'environnement était plutôt favorable pour développer tout ce qui est partie environnementale. C'est normal parce qu'on a une réglementation qui devient de plus en plus drastique, importante, et qui va imposer de plus en plus de contraintes aux entreprises. C'est pour ça que l'État, et plus particulièrement l'Europe, veut aussi encourager ces bonnes pratiques pour qu'elles soient subies le moins possible et qu'elles en fassent des opportunités pour les entreprises. Donc, depuis l'édition de la feuille de route de l'économie circulaire, on a différentes réglementations qui se sont faites ou qui sortent aujourd'hui, que ce soit sur la durée de vie des produits, sur les déchets, sur les mises en place des dispositifs de pollueur-payeur avec les nouveaux produits, donc la responsabilité élargie du producteur, l'affichage environnemental des produits et puis aussi la sollicitation d'utiliser des produits avec des matériaux d'origine plus, on va dire, durable, entre guillemets, c'est-à-dire des matériaux recyclés qui sont avec des origines aussi renouvelables, etc., etc.
Donc aujourd'hui, il faut bien comprendre que le contexte, il est favorable, mais parce qu'aujourd'hui, on a un contexte aussi réglementaire qui devient de plus en plus important et contraignant pour les entreprises. Donc pour s'y adapter et pour qu'elle soit le moins contraignant possible, il faut le développer le plus rapidement possible et s'y préparer le plus rapidement possible. Le deuxième point important qu'il y a aujourd'hui, c'est c'est la société, notamment la nouvelle génération, qui commence à nous pousser un petit peu, si vous me permettez le terme, un petit peu pousser aux fesses, en nous attendant et puis en remettant en cause un petit peu le mode de vie dans lequel on vit aujourd'hui et les modes de consommation. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Cette génération qu'on appelle souvent génération Z, aujourd'hui, a fait changer des pratiques, demande des nouvelles choses, a pas les mêmes repères. Et c'est pour ça que ce qu'on va devoir leur offrir sur le marché va être obligé d'être adapté et pour répondre à leurs demandes. Et ça va avec aussi une demande, on va dire, plus largement des Français, où on voit que 60% des Français attendent des marques qu'elles montrent leur engagement responsable. Donc c'est une véritable attente. Cette attente, alors là, on vous a pas mis des slides, mais on aurait pu très bien vous le mettre, des slides post-Covid, on va dire post-premier confinement de Covid, où on voit que cet engouement s'est fait vraiment de façon importante, avec des axes très forts aujourd'hui sur justement le localisme, sur le Made in France, le made local, tout ce qui est lié aussi à la transparence du produit, tout ce qui est lié aujourd'hui à la biodiversité et à la toxicologie du produit et plus particulièrement de la santé. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, le consommateur a des attentes. Les premières attentes qu'ils ont, c'est envers la santé et notamment ce qui peuvent leur toucher ou toucher l'entourage. Donc, tout ce que vous pouvez développer ou intégrer dans votre produit en intégrant ces données en fait environnementales qui permettront de rendre la confiance auprès des consommateurs sur la santé va être plutôt bénéfique par rapport à ça. Et ça, c'est pas qu'en France, c'est au niveau plutôt aussi européen. Donc on voit même généraliser dans le monde, mais si on regarde un peu notre continent et ce qui nous entoure aujourd'hui, les Européens plébiscitent le consommer mieux. Voilà, et ça répond à des inquiétudes. Le premier, c'est le changement climatique, ce qui est largement normal parce que c'est ce qui est plus plébiscité aujourd'hui par les médias. On parle beaucoup de CO2, on parle beaucoup de catastrophes naturelles, d'inondations. Actuellement, en France, on a beaucoup d'inondations. Ces façons cycliques d'accentuer ces phénomènes de catastrophes naturelles. Les déchets plastiques, vous les avez aussi dans les océans, c'est un fléau aujourd'hui. Il y a beaucoup d'études qui sont sorties. Comment gérer ces déchets, ces plastiques qu'on retrouve un peu partout, que ce soit dans les milieux naturels ou en milieu urbain. Et l'autre point qui est important, c'est la biodiversité. Donc aujourd'hui, notre job, c'est justement de travailler à comment intégrer ces enjeux en fait dans le développement de produits et qui touchent au mieux le consommateur. Il faut bien comprendre que le modèle de consommation est en mutation aujourd'hui. On est vraiment dans un changement de paradigme. Et pour ça, en fait, on le voit bien, le modèle de consommation est fortement remis en question. Donc 80% des Européens aimeraient vivre demain dans une société où la consommation prend moins de place, ce qui laisse beaucoup de choses aussi sur tous les modèles d'affaires et les éléments qui peuvent être changeants. Donc voilà, donc on a un rapport avec la propriété aussi des produits qui est complètement différent, ce qui laisse aussi une opportunité pour tout ce qui est consommation et consommation de services. On nous pose souvent la question aujourd'hui, mais l'éco-conception, ça coûte toujours plus cher. Il y a une étude qui a été faite à l'Institut de développement de produits au Canada et avec le pôle éco-conception en France sur à peu près 120 entreprises en leur demandant quel était le retour aujourd'hui bénéfice de l'éco-conception. L'investissement, est-ce qu'il y a un retour? Est-ce que c'est un coût? Est-ce que c'est une contrainte? Ou est-ce qu'on en retire quelque chose? Sur les 120 entreprises qui ont été étudiées, on a remarqué que la marge bénéficiaire des produits co-conçus est supérieure à 12% en moyenne, comparativement en fait à des produits conventionnels. Donc ça, c'est quand même un élément important. Et puis l'autre élément important, c'est que 96% des répondants de l'éco-conception ont un effet positif ou neutre sur le profit.
Et puis plus particulièrement, si vous pouvez préciser là-dessus, il y a 46% où l'éco-conception a eu un effet positif et 50% où ça a eu un effet neutre. Donc il faut bien comprendre quand même que sur les 120 entreprises, il n'y a que 4% aujourd'hui de ces entreprises qui ont eu en fait un effet négatif. Donc finalement, on a peu de risques aujourd'hui d'intégrer l'éco-conception ou d'essayer au moins de l'intégrer dans ces produits. Qu'est-ce qu'ils ont fait ces entreprises? Sur quoi elles ont ciblé en fait leur stratégie? Ils ont ciblé sur des stratégies qui permettaient aux clients d'avoir une meilleure qualité de vie, d'avoir des produits plus faciles à utiliser, plus économiques à l'achat et plus durables. Ça montre quoi? Ça montre que l'environnement n'est pas là pour vendre de l'environnement, mais elle est là pour aujourd'hui améliorer la valeur du produit et la valeur d'usage notamment. Pour le consommateur. Donc, c'est vraiment un avantage concurrentiel aujourd'hui d'essayer d'intégrer l'éco-conception. Alors, là, je vous ai un petit peu montré aussi une petite map pour vous dire que vous devez être pas mal perdu avec toutes ces notions-là. Concrètement, aujourd'hui, on voit bien que l'éco-conception et l'éco-innovation sont deux termes qui sont mis dans un nuage de terminologie liée au développement durable. Cette terminologie, en fait, il faut bien comprendre qu'elle est là pour aider le développement du produit ou le développement de projet ou le développement d'entreprise et même le développement de la société à muter vers un modèle qui intègre plus cette problématique qui est l'environnement. L'éco-conception est bien une démarche, c'est pas un résultat aujourd'hui. C'est-à-dire que cette démarche va permettre d'avoir un parcours au vu de l'environnement sur la conception du produit qui va vous créer des opportunités. C'est en aucun cas un résultat. Le résultat va dépendre beaucoup de ce que vous allez vous définir comme objectif par rapport à ce que votre environnement et votre produit. Pour ça, il faut bien comprendre que l'approche entreprise est différente de l'approche produit. L'approche entreprise est vraiment, on va vraiment travailler sur une approche qui est liée aux impacts de l'entreprise, comment les maîtriser, comment les gérer pour impacter le minimum possible sur l'environnement et notamment l'environnement autour de soi. L'approche produit et service, elle est plus systémique. Elle va prendre en compte de la matière première jusqu'à la fin de vie et elle va pas avoir que le périmètre limité aujourd'hui de la fabrication. Elle va bien en prendre en compte l'ensemble du développement de produits en passant par l'extraction de matière première, la fabrication, le transport, l'utilisation et la fin de vie. Donc, c'est vraiment l'ensemble de la chaîne de valeur de fabrication qu'elle prend en compte et l'ensemble du cycle de vie de produit. Et ça rentre en compte dans une évolution aujourd'hui, une intégration de l'environnement dans nos systèmes aujourd'hui de production, qui aujourd'hui était en 1950 très, on va dire, des mesures curatives, et pour être aujourd'hui avec une approche système qui est plus un système d'anticipation et vraiment pour se préparer aujourd'hui à mieux concevoir. Comme je vous l'ai expliqué auparavant, l'approche multi-étape est vraiment la base de l'éco-conception, c'est-à-dire que quand on va réfléchir à un produit, on va penser cycle de vie complet. C'est-à-dire que quand on conçoit un produit, généralement, on pense à matière première, un petit peu de fabrication et éventuellement d'usage pour certains et pour d'autres, même pas parce qu'ils ont juste un cahier des charges et ils effectuent juste le cahier des charges qu'on leur donne. Il faut bien comprendre que nous, on va essayer de bien comprendre l'ensemble du cycle de vie. La fin de vie est un élément notamment très important que vous avez pu voir tout à l'heure dans la réglementation, qui est très axée aujourd'hui par l'État. Et ils attendent beaucoup de choses de nous là-dessus. Donc pour ça, on va penser aux matières premières et notamment à l'extraction. On va penser qu'est-ce qu'on utilise comme matière, est-ce que c'est renouvelable, est-ce que c'est d'origine fossile, est-ce qu'il y a beaucoup d'impact pour l'extraire, d'où elle vient, etc. On va essayer de comprendre d'où ça vient. La deuxième étape, c'est la seconde vie. Seconde étape de fabrication du produit, c'est-à-dire on va regarder tout depuis les matières qui viennent en fait dans l'usine jusqu'à la sortie du produit fini, en passant par l'emballage, l'entreposage, etc. On va regarder tous les flux entrants et les flux sortants de ces éléments et regarder l'impact qu'on peut avoir sur cette phase.
Ensuite, nous avons donc le transport. Le transport, c'est toute la distribution. Elle englobe l'ensemble des transports, aussi bien les transports aval que les transports amont de matière. Donc là, on va regarder quels sont les types de transports, d'où ils viennent, comment ils sont transportés, etc., etc. Le poids des matières est très très important dans cette phase-là, et on va regarder vraiment comment il est fait, est-ce que le volume qui est utilisé est optimisé, est-ce qu'on transporte pas de l'air, etc., etc. La quatrième partie est la partie plus utilisation. La partie utilisation, elle va être justement sur l'usage. Un produit, il faut savoir que pendant l'usage, un produit a souvent un impact. C'est-à-dire, vous prenez un jean aujourd'hui, l'impact du jean pendant la phase d'utilisation va être la consommation d'eau, va être les lavages, va être les séchages si vous avez un sèche-linge, peut-être un peu moins à la Réunion, etc., etc. Donc on va regarder ça, on va regarder quels sont les consommables qu'ils utilisent, est-ce qu'il y a besoin de le réparer pour améliorer sa durée de vie, etc. On va regarder tout ça. Et enfin, on va regarder qu'est-ce qu'on en fait en fin de vie. C'est une grosse question qu'aujourd'hui, majoritairement, nos clients ne savent pas répondre. Aujourd'hui, à partir du moment où ils ont livré le produit au client, dans le meilleur des cas, ils ne savent pas de quoi est fait en fait la fin de vie de leur produit. Donc ça, c'est une question qui est importante et qui est très ciblée aujourd'hui par la réglementation. Pour cela, il faut aussi, pour bien concevoir pour la fin de vie, il faut bien connaître la matière première et les phases de fabrication. Et pareil, les matières premières, on a beaucoup d'opacité sur ces éléments-là. On a besoin de transparence et cette transparence, c'est quelque chose qu'on a besoin autour du cycle de vie, mais c'est aussi quelque chose dont demandent en fait les clients aujourd'hui, les consommateurs. Donc c'est important aujourd'hui de bien comprendre que le cycle de vie de cette étude n'est pas du temps perdu, bien au contraire, c'est une source d'opportunité et c'est quelque chose qui va vous permettre de répondre à des attentes de vos consommateurs et de la société civile plus particulièrement. À partir du moment où on a regardé ça, on va regarder le cycle de vie au vu des différents impacts environnementaux qu'on a aujourd'hui, qui sont fournis notamment par l'analyse de cycle de vie, qui est un outil que l'on utilise dans nos méthodes d'éco-conception. Et là, vous connaissez bien entendu l'effet de serre avec les rejets de kilo de CO2, mais on va regarder d'autres impacts, des impacts sur l'écotoxicologie, la toxicologie des milieux naturels, l'acidification, notamment on le voit avec les forêts, les pluies acides, l'ozone troposphérique, la toxicité avec la toxicité humaine, la consommation des ressources rares, les ressources fossiles, la consommation d'énergie non renouvelable, etc. On va regarder ça, et pas ça que sur une des étapes du cycle de vie, mais sur l'ensemble des étapes du cycle de vie. Donc c'est vraiment une approche multicritère et vraiment une approche systémique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. L'objet de ça, c'est quoi? C'est concrètement, c'est d'éviter des transferts de pollution. C'est-à-dire que quand on a un produit A qu'on souhaite travailler en produit B, et qu'on dit, OK, tiens, il y a un impact important sur la phase de fabrication, je vais travailler, j'ai une solution qui me permet aujourd'hui de moins consommer d'électricité et tout ça. Mais en face, on va voir que finalement, cette consommation d'électricité qu'on va essayer de baisser en fabrication va peut-être nous engendrer une hausse de matières premières et éventuellement une hausse du produit qui va être incinéré et du coup de l'impact en fin de vie. Et ça, c'est ce qu'on va surtout éviter en fait en éco-conception, c'est d'avoir ce transfert d'impact d'une étape du cycle de vie à une autre. Et également, ici, je vous ai montré la même chose. On parle d'une étape et on va regarder d'un impact aussi par rapport à un autre. Et ça, c'est très important parce que beaucoup de gens se fient, par exemple, qu'aux gaz à effet de serre, au réchauffement climatique, mais on se rend compte que si on travaille sur ça, la solution qu'on va apporter, on le voit très bien dans les véhicules, notamment électriques, suivant l'usage, on peut avoir des transferts de pollution qui vont se faire soit sur une autre étape, soit sur sur d'autres critères d'impact. Donc ça, c'est pour éviter les fausses bonnes idées. Des fausses bonnes idées, en fait. C'est ça, tu voulais dire? Oui, c'est ça. Ouais. Tout à fait. Et puis ça, c'est vraiment ce aujourd'hui, c'est notre
quand je disais tout à l'heure qu'on a des croyances en fait sur lesquelles on combat tous les jours, c'est vraiment ça aujourd'hui. On a tendance à penser tous connaître l'environnement, mais que l'environnement est vraiment une science en fait qui est important, qui est basée sur une connaissance. Et cette connaissance, oui, elle peut être vulgarisée, mais aujourd'hui, pour prendre des bonnes décisions, il faut vraiment avoir cette vision à 360. Puis il faut bien comprendre que l'environnement, c'est pas le critère qui va remettre en cause tous vos produits. Hein. On va pas faire un produit pour l'environnement, on va faire un produit dans lequel on va rajouter en fait cette vision environnementale au même titre qu'on on va utiliser, on va regarder les attentes des clients, la faisabilité technique ou la maîtrise des coûts. Donc vraiment, il faut bien comprendre que l'éco-conception, c'est une histoire de compromis qui est adaptée à votre produit, qui est adaptée à votre périmètre, à vos moyens, parce que les moyens d'une entreprise, c'est pas les moyens d'une autre entreprise. Il faut bien comprendre et aux ressources qu'elle a. Pour cela, en fait, je voulais vous montrer, pour un peu conclure aussi cette petite initiation, je voulais vous montrer un peu, on va dire, un schéma qu'on a aujourd'hui et qu'on utilise beaucoup comme méthode qui vous permet d'expliquer qu'est-ce que c'est qu'une démarche d'éco-conception. Comme je vous l'ai expliqué préalablement, on va identifier des enjeux pour l'entreprise et le produit. Donc, on regarde toujours le couple entreprise et le produit. Ils sont indissociables pour nous. Donc là, ce que je vous ai expliqué, on va regarder pour vous tout ce qui est réglementation, tout ce qui est donneur d'ordre, tout ce qui est partie prenante, les gens qui peuvent avoir un lien direct ou indirect sur votre entreprise ou qui peuvent remettre en cause un projet de votre entreprise. Et à côté, on va faire une analyse, d'où on appelle ça une évaluation environnementale, sur une situation de référence, un instant T, qui nous permettra de regarder les impacts du produit d'une manière qualitative, donc avec notre œil d'expert, au vu du cycle de vie, et d'une manière quantitative avec un outil d'ACE, d'analyse de cycle de vie. Et ça nous permettra concrètement de sortir des pistes, des recherches de pistes d'éco-conception. Alors Véronique, t'en parlera après, mais si on peut peut-être un petit peu anticiper, le diagnostic que vous propose par exemple Nexa va prendre les étapes ABC. C'est-à-dire qu'à leur sortie de ça, on va avoir des pistes d'éco-conception que vous pourrez intégrer de manière très pratico-pratique dans vos produits ou vos services. Donc voilà. Et ça va permettre concrètement d'avoir une vision assez claire de la situation et de permettre de faire des choix et vous de faire prendre des décisions pour derrière développer de nouveaux produits ou de nouveaux services. L'idéal derrière, c'est de faire une évaluation environnementale comparative, c'est-à-dire on va commencer à recomparer comment s'appelle, le scénario primaire de référence jusqu'au scénario de reconception. Idéalement, nous, on commence même pendant cette situation de référence à faire des premières simulations, ce qui permet en fait des aides à la décision plus rapides. Et enfin, le dernier volet qui sera, c'est la communication. C'est quand vous avez bien fait et respecté cette roue, on va pouvoir itérer des bonnes communications et des bons arguments environnementaux. Voilà. Pour conclure, en fait, pour rester dans le timing, je pense que ça devrait aller. Il y a un petit récapitulatif des 6 règles, on va dire, de l'éco-conception. Il faut bien comprendre que l'éco-conception, donc je vous ai expliqué, c'est une approche produit, une approche multi-étapes avec une approche cycle de vie, approche critères, multi-critères. Donc on ne va pas regarder que le bilan carbone, on va regarder d'autres impacts environnementaux. Attention pour éviter les transferts de pollution, aussi bien d'une étape à l'autre ou d'un impact environnemental à l'autre. Et bien comprendre que c'est une démarche globale répondant aux attentes des parties prenantes, donc à vos consommateurs, à vos clients qui sont pas souvent les mêmes, à vos parties prenantes plus globales, que ce soit la société, le gouvernement, des ONG ou autres. Et tout ça, en fait, c'est une approche de compromis. Donc, la bonne solution pour vous n'est pas forcément la bonne solution pour votre concurrent. Et c'est pour ça qu'il faut bien établir une bonne stratégie pratico-pratique liée à votre contexte pour bien justement développer et puis en retirer des avantages concurrentiels.